Bonjour, bienvenue à la chaîne RC Droit pour notre cours de droit des affaires de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, je vous informe que si vous voulez obtenir le support de la formation, c'est-à-dire cette présentation, vous pouvez écrire à l'email suivant rcgdroit@gmail.com. Et pour toutes autres informations, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Donc aujourd'hui, le cours portera sur le droit commercial général qui fait l'objet d'un acte uniforme de l'OHADA, du tout premier acte uniforme de l'OHADA. Alors, il s'agit de l'acte uniforme, donc portant sur le droit commercial général. Comme je l'ai dit, il a été le premier à être adopté et promulgué. Donc, il a été adopté à Cotonou, au Bénin, le 17 avril 1997. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et il a été révisé le 15 décembre 2010. Alors, cet acte uniforme organise le statut du commerçant, tout ce qui concerne le registre du commerce et du crédit immobilier, en sigle RCCM, le bail commercial, c'est-à-dire le bail des commerçants, et le fonds de commerce aussi, le statut des intermédiaires de commerce et la vente commerciale. Il s'agit dans cet acte uniforme, les objectifs sont de créer les conditions favorables au développement économique, notamment en assujettissant les personnes morales dans lesquelles l'État est une personne morale de droit public, est associé pour faciliter l'activité des entreprises. Donc, par exemple, avec le registre des baux commerciaux, de sécuriser et moraliser l'activité des personnes qui se livrent au commerce, en les assujettissant à diverses obligations juridiques et comptables et en sécurisant des garanties mobilières et en permettant aux entrepreneurs informels de formaliser leurs activités. Donc, ça fait partie des objectifs. Alors, en matière de généralité, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale? Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit, dans le premier mois d'exploitation de son commerce, requérir du greffe de la juridiction compétente, au Congo c'est le tribunal de commerce, dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au RCCM au moyen d'une demande d'immatriculation accompagnée de toutes les pièces justificatives. La création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un des États parties donne également lieu à immatriculation qualifiée d'immatriculation secondaire si l'établissement principal est déjà immatriculé sur le territoire du même État partie. Alors, en ce qui concerne le registre du commerce et du crédit immobilier, alors c'est très important, dans le RCCM a pour objet de recevoir les immatriculations et les modifications des sociétés, succursales et commerçants et leurs inscriptions, les renouvellements, les radiations relatifs aux sûretés mobilières, c'est-à-dire aux garanties. Ce qui a été une innovation, en effet, l'inscription des sûretés mobilières est très importante dans les pays où il n'existe pas de procédure d'information des tiers, du grand public, pour le nantissement des actions et des parts des sociétés. Donc, le RCCM est devenu un instrument de crédit. Alors, une centralisation des données est prévue au fur et à mesure. Donc, un fichier national tenu au greffe du tribunal de commerce national, comme c'est le cas au Congo, centralise les informations
consigné dans chaque RCCM et un fichier régional tenu auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage centralise les renseignements consignés dans chaque fichier national. Alors, lorsqu'une entreprise n'a pas requis son inscription au RCCM, elle ne peut, jusqu'à son inscription, se prévaloir de la qualité de commerçant. Elle ne peut invoquer ce défaut d'inscription pour se soustraire à ses obligations, à ses responsabilités. Alors, une inscription au registre du commerce et du crédit immobilier, donc au RCCM, valablement prise, est opposable au tiers. Elle a cependant une durée déterminée pour éviter de surcharger les greffes par des inscriptions trop anciennes. Donc, l'acte uniforme relatif au droit commercial général vise à mettre à la disposition des entreprises beaucoup plus d'informations sur la situation juridique et financière de leurs partenaires et à leur permettre de disposer d'une large panoplie de garanties. L'obligation de communication entre greffes vise à éviter les fraudes et offrir aux tiers une information réelle et fiable dans l'ensemble de l'espace OHADA. Alors, maintenant, le statut de commerçant. Qu'en est-il du statut de commerçant une fois qu'on est inscrit au RCCM? Donc, on commence par dire que l'article 2 de l'acte uniforme révisé relatif au droit commercial général dispose, dans l'article 2 de l'acte uniforme, dispose qu'est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. Alors, qu'est-ce que l'acte de commerce par nature? C'est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète, ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire, ce qui relève de l'article 3 de l'acte uniforme. Exemple d'acte de commerce par nature, principalement les achats de biens, meubles ou immeubles en vue de leur revente. La formulation de l'article 2 montre que pour être commerçant, il faut accomplir les actes de commerce par nature de manière répétée. La répétition d'opérations identiques caractérise donc une activité professionnelle. Nul ne peut exercer une activité commerciale s'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité, comme le statut des fonctionnaires. De même, nul ne peut exercer une activité commerciale directement ou par personne interposée s'il a fait l'objet d'une interdiction, notamment par l'effet d'une condamnation privative de liberté. Maintenant, quelles sont les obligations de commerçant? Quand on a le statut de commerçant, cela veut dire qu'on doit se soumettre à un certain nombre de règles, donc que l'on va mentionner. L'acte uniforme oblige les commerçants, personnes physiques, à s'immatriculer, on l'a vu, dans le mois d'exploitation de leur commerce. Les sociétés, dans le mois de leur constitution, même les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une personne morale de droit public est associée. Cette obligation d'immatriculation s'étend aussi aux sociétés civiles qui exercent une activité commerciale. Alors, le déposant est tenu de déclarer au greffe les informations relatives à son état civil,
s'il est une personne physique, ou aux éléments essentiels de la personne morale. Il doit également fournir un certain nombre de renseignements tenant à l'activité même de l'entreprise. Donc, c'est inscrit sur le formulaire de déclaration. Les obligations du déposant ne sont pas seulement déclaratives, puisque concomitamment, il doit remettre au greffier les actes ou documents justifiant et prouvant les déclarations qu'il fait. Donc, le commerçant se trouve contraint dans le système OHADA de révéler les éléments tenant à sa situation personnelle, son régime matrimonial, son casier judiciaire et à son activité, qui pourrait donner l'impression d'actifs ne lui appartenant pas. Ceci dans le but de permettre aux partenaires et créanciers de cet entrepreneur d'apprécier de la manière la plus fidèle le crédit qu'ils peuvent apporter à l'entreprise qui leur est présentée. Alors, toujours dans les obligations du commerçant, en ce qui concerne les sociétés, l'obligation déclarative s'accompagne d'une obligation de dépôt des actes, statut, déclaration de régularité de conformité ou déclaration notariée de souscription de capital ou documents, listes certifiées des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement du passif de la société, casier judiciaire des mêmes personnes justifiant et prouvant les déclarations faites. Le RCCM doit également permettre le suivi des entreprises. Les entrepreneurs doivent donc déclarer les modifications liées à la vie de l'entreprise ou l'extinction et la radiation de l'entreprise. Le RCCM enregistre toute nouvelle activité, implantation, tout changement dans la situation juridique. Les changements d'adresse de siège social ou d'établissement, le montant du capital, la composition de l'équipe dirigeante, la situation matrimoniale du commerçant ou d'un dirigeant lors de la suppression ou la jonction d'une activité. Alors, qu'en est-il du statut de l'entrepreneur? Là, nous venons de voir le statut du commerçant, mais l'acte uniforme réglemente aussi le statut de l'entrepreneur. Alors, l'acte uniforme révisé du 15 décembre 2010 a introduit le statut d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneur? L'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique uniquement, pas une personne morale, une personne physique uniquement, qui, sur simple déclaration au greffe du tribunal de commerce, exerce une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole, dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas les seuils fixés par l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information économique par type d'activité, 30 millions de francs CFA pour les livraisons de biens, 20 millions de francs CFA pour les activités artisanales, 10 millions de francs CFA pour les services. Alors, l'entrepreneur a des obligations similaires à celles des commerçants, mais elles sont très allégées. Il n'est pas obligé de s'immatriculer au registre du commerce et de crédit immobilier et ses obligations comptables sont très légères. Alors, ce statut a été créé dans quel objectif? C'est pour sortir de l'informel de nombreux entrepreneurs et pour permettre à certains autres de débuter prudemment une activité commerciale, pour faire une prospection, pour voir ce que cela peut donner. Pour ce faire,
des mesures incitatives fiscales et sociales sont à adopter par les États partis à l'OHADA conformément à leurs droits internes. Alors, au Congo, quel est le statut fiscal et social qui a été adopté pour l'entrepreneur? Alors, l'article 36.2, nouveau, du Code général des impôts, issu de la loi de finances de 2019, a institué le régime fiscal de l'entrepreneur au Congo, en République du Congo-Brazzaville, fondé sur un système fiscal simplifié de déclaration spontanée ou recueillie. Donc, l'entrepreneur lui-même va se déclarer au niveau de l'administration fiscale ou c'est l'administration fiscale qui vient recueillir ces informations auprès de lui. Donc, est éligible au régime fiscal de l'entrepreneur, donc peut adopter ce régime, toute personne physique qui, sur simple déclaration, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne sont par contre pas éligibles à ce régime de l'entrepreneur les personnes morales et les personnes physiques soumises à un régime fiscal existant, donc qui existait avant 2019. Le statut d'entrepreneur s'acquiert par la souscription d'une déclaration d'activité au registre du commerce et du crédit immobilier. Donc, ce n'est pas une immatriculation, c'est uniquement une déclaration. D'accord? Au greffe du tribunal de commerce, uniquement une déclaration. Le demandeur fournit les éléments suivants. Donc, il renseigne ses noms et prénoms, l'adresse du domicile et d'exercice des activités, qui peut être la même, la description des activités, la photocopie de la pièce d'identité et éventuellement le justificatif du régime matrimonial. Donc, l'entrepreneur ne peut commencer son activité qu'après réception d'un numéro de déclaration d'activité. Ce n'est pas un numéro RCCM, mais un numéro de déclaration d'activité. Donc, nul ne peut être déclaré comme entrepreneur à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre. Les entrepreneurs et les personnes physiques règlent des frais d'autorisation d'exercice de l'activité à hauteur de 50 000 francs CFA. Mais ils n'ont rien à régler concernant les autorisations spéciales d'importation, d'exportation et de réexportation dans le régime mis en place au Congo. L'entrepreneur est imposé suivant le régime d'imposition des très petites entreprises. Il est soumis au paiement de l'impôt global forfaitaire pour les toutes petites entreprises. Maintenant, concernant son régime social, le régime social est celui des indépendants, des travailleurs non salariés. Donc, l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire l'entrepreneur, comme tout entrepreneur, peut recruter un ou plusieurs salariés, soit dès le démarrage de l'entreprise, soit au stade de son développement. Alors, si le conjoint travaille avec l'entrepreneur individuel, il devra choisir entre le statut de conjoint salarié et celui du conjoint collaborateur. Alors, quelles sont les obligations comptables de l'entrepreneur? Ce sont des obligations minimales, mais elles existent tout de même. Concernant les obligations comptables, tout entrepreneur est tenu d'établir dans le cadre de ses activités au jour le jour un registre ou livre mentionnant chronologiquement l'origine et le montant de ses ressources, c'est-à-dire les achats et les ventes. Donc, l'entrepreneur doit tenir une comptabilité suivant le système minimal de trésorerie conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA sur la comptabilité.
L'entreprenant doit délivrer une facture pour les opérations de vente et d'achat qu'il effectue. Cette facture doit mentionner les noms et prénoms, adresse exacte, le numéro d'identification unique ou NIU, la date et le numéro de la facture, la désignation et la quantité des biens et prestations. Alors, cette option est définitive et irrévocable pendant 2 années constitutives. Donc, on a le statut pendant 2 années constitutives. Et quand la situation change, on doit changer le statut. C'est-à-dire que quand le seuil est dépassé, l'entrepreneur principal doit changer de statut. L'entrepreneur, donc, c'est ce que l'on disait, perd le statut de l'entrepreneur dès lors que pendant 2 autres années consécutives, les seuils fixés sont dépassés. Donc, en matière de liquidation et de recouvrement, pour ce qui est du contrôle, l'administration des impôts se limite à partir du bureau à suivre par période trimestrielle l'évolution du chiffre d'affaires de l'entrepreneur en vue d'apprécier sa situation. Alors, les dispositions de droit commun relatives à la déclaration, au recouvrement, aux garanties de trésor et aux réclamations, aux recours et pénalités fiscales sont applicables à l'entrepreneur, mais de manière particulière. Alors, concernant le fonds de commerce, alors comment définit-on le fonds de commerce? Le fonds de commerce est une très importante notion juridique. Donc, au cours de ce cours, nous mentionnons toutes les dispositions qui sont comprises dans l'acte uniforme OHADA. Donc, si vous voulez avoir de plus amples informations, vous pouvez toujours envoyer un email à cette adresse rcgdroit@gmail.com pour avoir de plus amples informations. Mais sachez qu'en droit, le fonds de commerce est une notion très importante de la part des juristes, pour les juristes. Alors, le fonds de commerce donc, est un ensemble de moyens qui permettent aux commerçants d'attirer et de conserver de la clientèle. C'est ce qui ressort de l'article 135 de l'acte uniforme. Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l'enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le nom commercial, qui ressort de l'article 136 de l'acte uniforme. Maintenant, selon l'article 137 de l'acte uniforme, le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants: les installations, les aménagements et agencements, le matériel, le mobilier, les marchandises en stock, le droit au bail, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaire à l'exploitation. Alors, quels sont les modes d'exploitation du fonds de commerce? Selon l'article 138 de l'acte uniforme, le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d'un contrat de location-gérance. Alors, l'exploitation directe peut être le fait d'un commerçant, même s'il est entreprenant, ou d'une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location en qualité de bailleur
à une personne physique ou morale appelée locataire gérant qui l'exploite à ses risques et périls. L'entreprenant ne peut être partie à un contrat de location-gérance. Alors, le locataire gérant doit payer au bailleur du fonds un loyer correspondant à la redevance due pour la jouissance des locaux et un loyer pour la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce tels que décrits dans le contrat de location-gérance. Ces deux éléments de loyer sont obligatoirement déterminés de façon séparée dans le contrat de location-gérance, même si leurs échéances sont fixées aux mêmes dates. En accord avec le bailleur des locaux, le locataire gérant peut être dispensé de lui assurer directement à chaque échéance le paiement du loyer dû à la rémunération de la jouissance des locaux. Alors, toujours dans les modes d'exploitation du fonds de commerce, selon l'article 139 de l'acte uniforme, le locataire gérant a la qualité de commerçant et est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Donc, il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au RCCM que l'on vient de voir. Donc, tout contrat de location-gérance doit être publié par la partie la plus diligente, c'est-à-dire celle qui a pris l'initiative en premier, et aux frais du locataire gérant dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à publier les annonces légales et paraissant dans le lieu où le fonds de commerce est inscrit au RCCM. Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier à ses frais son inscription au RCCM par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité aux frais du locataire gérant. Alors, selon l'article 141 de l'acte uniforme, la personne physique ou morale qui concède une location-gérance doit avoir exploité pendant 2 ans au moins en qualité de commerçant le fonds mis en gérance. Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale. Le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 an par la juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés. Ces règles ne sont pas applicables à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics, aux incapables en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité, aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier, aux mandataires de justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. Alors, concernant la cession du fonds de commerce,
La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales de la vente, sous réserve des dispositions de l'acte uniforme relatif au fonds de commerce et aux textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales. La cession du fonds de commerce porte nécessairement sur tous les éléments constitutifs du fonds de commerce. En l'absence de cession simultanée des éléments constitutifs du fonds de commerce, la cession d'autres éléments demeure possible, mais n'emporte pas cession du fonds de commerce, quelles que soient les dispositions convenues dans l'acte constatant la cession. Selon l'article 149 de l'acte uniforme, la vente d'un fonds de commerce peut être réalisée soit par acte sous seing privé, c'est-à-dire entre les parties elles-mêmes, soit par acte authentique établi par un notaire. Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une copie certifiée conforme par le vendeur ou l'acquéreur au RCCM. Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention modificative correspondante dans un délai de 15 jours francs à compter de sa date. L'acte constatant la cession du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis dans un journal habilité à publier des annonces légales et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier. Toujours concernant la cession du fonds de commerce, le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement. Le vendeur du fonds de commerce doit s'abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps, soit dans l'espace. Une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu. Selon l'article 157 de l'acte uniforme, l'acheteur doit payer le prix au jour et lieu fixé dans l'acte de vente entre les mains du notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte. Alors, l'acte uniforme réglemente aussi l'activité des intermédiaires de commerce. Donc, nous allons maintenant voir tout ce qui concerne l'activité des intermédiaires de commerce. Alors, l'article 169 de l'acte uniforme dispose que l'intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. L'intermédiaire de commerce est un commerçant. Il est donc soumis au statut du commerçant.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaire de commerce peuvent être en outre complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires. Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte, dissimulée. Selon l'article 176 de l'acte uniforme, le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tout moyen, y compris par témoin. Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance et qui dans le commerce sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type dans la branche commerciale considérée. Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux. Selon l'article 175 de l'acte uniforme, sauf stipulation expresse du contrat, l'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Le mandat comprend le pouvoir d'accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution. Alors, quels sont les effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire? Selon l'article 150 de l'acte uniforme, lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté, dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ces actes lient directement le représenté au tiers visé à l'article 169 de l'acte uniforme, à moins qu'il ne résulte des circonstances, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même. Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, c'est vraiment la condition, dans les limites de son pouvoir, ces actes ne le lient au tiers que si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité. Alors, lorsque l'intermédiaire donc agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ces actes ne le lient au tiers que si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire, ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même. La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une manière générale aux règles du mandat. Donc, l'intermédiaire est un mandataire. L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances que l'usage permette une substitution de... On reprécise qu'il est tenu d'exécuter le mandat personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances que l'usage permette
une substitution de pouvoir. Tout ça est vraiment approuvé. Selon l'article 153 de l'acte uniforme, lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir, ces actes ne lient ni le représenté, ni le tiers. C'est vraiment des règles strictes du contrat de mandat. Donc, pour conclure sur les effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire de commerce. Alors, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire. Donc, tout ceci est réglementé dans l'acte uniforme. Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir peut être ratifié, c'est-à-dire accepté par le représenté. Cet acte produit, s'il est ratifié, donc accepté, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir. Donc, un intermédiaire qui agit sans pouvoir et au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L'intermédiaire n'encourt pas de responsabilité